Alors, bienvenue tout le monde à la série webinaire Territoire en conversation sur l'enjeu de la sécurité urbaine. Aujourd'hui, c'est la dernière séance de cette série. Il y a eu 5 épisodes jusqu'à présent. Aujourd'hui, on a une formule table ronde que je laisserai Leslie présenter dans quelques minutes. D'abord, cette série a été initiée par le travail de recherche de Leslie Capot-Touré et de Benoît Secours-Descaries. Donc, deux chercheurs, chacun dans un milieu connexe, dans le fond. Leslie en études urbaines et Benoît travaille au CREMIS, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, petite hésitation. C'est aussi chapeauté par Parole Exclue, qui est un organisme à but non lucratif dont la mission est de lutter contre la pauvreté et l'exclusion, mais par la mobilisation citoyenne et par la mobilisation de connaissances. Donc, cette série est là un peu pour venir alimenter les discussions autour de cet enjeu qui est la sécurité urbaine. Sur ce, je vais passer à quelques précisions techniques. La série va commencer une fois que je donnerai la parole à Leslie. Ceci dit, je vous invite à utiliser l'espace Q&R pour poser vos questions si vous ne souhaitez pas les poser de vive voix. Sinon, à la fin de la séance, il y aura un 15-20 minutes dédié aux gens et vous pourrez à ce moment-là lever la main pour intervenir vous-même de vive voix et échanger avec nos invités aujourd'hui. Donc, je vais réécrire ces consignes-là dans le chat. J'ai Ridolphe aussi avec moi qui va pouvoir m'aider pour répondre à toutes les petites questions techniques qui peuvent avoir lieu pendant la séance. Donc, vous pourrez écrire dans le chat si vous avez des soucis techniques, mais pour les questions en lien avec le sujet, utilisez plutôt le Q&R. Donc, sur ce, Leslie, je te donne la parole. Oui, merci beaucoup Maya. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à nos invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à Benoît et à Ridolphe également. Donc, merci. En tout cas, c'est notre dernière séance aujourd'hui de notre série de conversations sur la sécurité en partenariat avec Parole d'Exclus, qui s'intitule aujourd'hui Trajectoire de lutte, résistance locale et émancipation. Donc, on a voulu marquer le coup par cette dernière séance avec un titre un peu engagé et provocateur pour essayer de sortir quelque part des sentiers battus et des lieux communs sur les questions qu'on a posées tout au long de notre série de conversations, où on a eu plusieurs invités, on reviendra dessus. Mais aujourd'hui, justement, nos invités ont un profil un peu, comment dire, qui va bousculer un peu toutes les conversations qu'on a eues aujourd'hui avec Léla Savic, qui est journaliste, que je laisserai se présenter juste après, Ève Torres, qui est coordinatrice de la table de quartier de Parc Extension, et Vivek Venkatesh, qui est professeur à l'Université Concordia. Donc peut-être que je vais vous laisser vous présenter en quelques mots avant que je passe la parole à Benoît pour présenter un peu les constats qu'on a eus sur ces différentes séances qu'on a menées et qui vont nous permettre aujourd'hui d'avoir un échange comme avec ce format de table ronde pour justement, et comme je le disais un peu avant, sortir des sentiers battus et des lieux communs sur cette notion de sécurité. Je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Léla, je vois que là ton micro ouvert, peut-être que tu peux commencer, si ça te va, si ça te convient. Ouais, bah, j'ai pas trop le choix, mais oui, je vais. Salut, alors je m'appelle Léla Savic, je suis journaliste et rédactrice en chef à La Converse, qui est un média propulsé par le journalisme de dialogue. Voilà, donc qui essaie vraiment de créer raconter des histoires de manière à ce que on serve les communautés, on réponde à leurs préoccupations. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur moi. Et puis je vais passer la parole à Ève Torres. Merci Léla. Donc bonsoir tout le monde, merci pour cette invitation et la discussion qui s'en vient. Donc comme Leslie l'a mentionné, aujourd'hui coordonnatrice de la table de quartier de Parc Extension, un quartier dans lequel je suis depuis une année tout juste maintenant. Avant cela, j'étais organisatrice communautaire dans le quartier de Côte-des-Neiges pendant 2 ans, un peu plus de 2 ans, donc je connais très bien aussi. Ça fait à peu près 20 ans maintenant, je pense que je suis impliquée dans les milieux communautaires, mais aussi dans d'autres milieux de manière plus militante. Alors, que ce soit dans les milieux féministes, antiracistes, tout ce qui est justice sociale, un fort intérêt pour le logement. Et c'est ça, une vue d'ensemble peut-être, parce que j'ai côtoyé aussi d'autres milieux, comme des milieux institutionnels, des milieux politiques. Donc, c'est ça, une vue d'ensemble.
Bonjour, Vivek Venkatesh, je suis professeur titulaire de pratique inclusive en art visuel à l'Université Concordia. J'enseigne au département d'éducation artistique à la Faculté des Beaux-Arts et je suis aussi co-titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent. Je travaille justement pour décortiquer un peu la convergence entre la pédagogie publique, la pédagogie sociale, la littératie numérique. Alors, ma recherche est vraiment interdisciplinaire. Je travaille en création, en consommation culturelle, en marketing. Je travaille avec des spécialistes en religion et ma formation est en statistique. Je suis informaticien et professeur des écoles secondaires par formation, mais j'ai décidé de poursuivre la recherche, la création dans une façon un peu plus humaniste dans les dernières années. Merci pour cette belle invitation, Leslie, et toute l'équipe de Parole d'Exclus. Et merci surtout à vous d'avoir accepté, Léla, Eve et Vivek, notre invitation avec Benoît, Maya et Ridolf, justement qui va conclure cette série de conversations. Et justement, peut-être que je vais passer la parole à Benoît qui va tirer le portrait général de nos constats sur les différents échanges qu'on a eus, avant que je rentre sur plus spécifique sur les questions que j'ai à vous poser aujourd'hui et qui vont mener un peu nos échanges par la suite. Merci Leslie. C'est un peu répétitif, mais je tiens vraiment à remercier encore une fois nos trois invités. Là, pour nous, c'est vraiment important de pouvoir discuter. J'aurais envie de discuter maintenant, mais je vais prendre 3 ou 4 minutes simplement pour rappeler, pour les gens qui se joignent à nous, qui n'ont pas accompagné notre série de webinaires, rappeler quelques constats généraux qu'on a dressés pour que vous puissiez voir quelles sont un peu les préoccupations qui ont émergé. Donc, j'ai 2 constats principaux à résumer. Le premier, c'est que lorsque l'on essaie de retracer un peu l'histoire des manières dominantes de se représenter l'insécurité urbaine, on se rend compte que certains acteurs institutionnels, essentiellement les médias et les experts, ou certains médias et les experts, jouent un rôle prépondérant dans la détermination des figures de la menace ou du risque, c'est-à-dire de qui il faut avoir peur et se protéger. Et joue un rôle prépondérant également dans la proposition ou parfois l'imposition de solutions à apporter. Et puis du même coup, ça marginalise la parole des populations qu'on dit marginalisées et qui expriment parfois une autre expérience de l'insécurité. Donc ça, c'est le premier constat général. Nos invités, vous pouvez vous rattacher aux éléments de préoccupation qui vous touchent ou qui reflètent le plus votre expérience. Et puis le deuxième constat, très général, c'est que ces manières dominantes-là de se représenter l'insécurité opèrent souvent des raccourcis, simplifient des réalités sociales complexes, puisqu'on pose le plus souvent d'images clichés, pour ne pas dire stigmatisantes, qui conduisent elles-mêmes à reproduire des formes d'injustice ou d'insécurité. Donc, c'est très général comme constat, je le sais, mais ça mène à une de mes questions que j'aimerais soumettre. En fait, c'est très général aussi, mais c'est comment est-ce qu'on peut essayer de s'émanciper de ces approches institutionnelles de la sécurité qui, ça peut sembler gros pour certaines personnes, mais qui souvent, ces approches-là vont s'enraciner dans toute une histoire qui peut être liée à l'esclavagisme, au colonialisme et au racisme. C'est le cas en Amérique du Nord, aux États-Unis, ici. Ça a été le cas de manière beaucoup plus apparente peut-être au Brésil où j'ai travaillé aussi, où les menaces sécuritaires sont très liées à l'histoire de l'esclavagisme au Brésil. Et puis, simplement pour terminer, je rappelle que dans 3 de nos 5 webinaires, on a exposé ces problématiques-là à partir de la catégorie assez cliché de gang de rue. Donc, on a pu voir comment cette manière-là, assez ordinaire, courante de se représenter la délinquance juvénile en milieu urbain, elle est problématique de par son histoire et ses applications. Donc, entre autres, avec Will Prosper de Woodstock, on a pu voir comment ça a été mis de l'avant, cette catégorie-là, par les médias pour produire une espèce de mise en spectacle de Montréal-Nord. Il y a eu des conséquences à ça. Ensuite, avec René-André Brisebois de l'Institut universitaire Jeunes en difficulté, on a vu vraiment comment l'expertise qui a été créée au Québec sur le gang de rue
a permis finalement de prendre ces images-là un peu sensationnalistes des médias, puis d'en faire quelque chose, en guillemets, de sérieux, d'en faire une espèce de savoir qui peut être repris par l'action publique, par des programmes d'intervention, etc., et reproduire une série d'autres problèmes dans les milieux de pratique. Et puis finalement, pour terminer avec les milieux de pratique et le milieu communautaire, on a abordé de manière critique la catégorie de gangs de rue avec Harry Delva et Jean-Yves Sylvestre qui ont travaillé à l'époque à la Maison d'Haïti dans le milieu communautaire. Et puis on a pu voir comment cette catégorie-là s'est imposée dans le milieu communautaire, entre autres par l'accès à des opportunités de financement offertes par les institutions de sécurité publique, mais de manière parfois à jurer avec une réalité sociale qui est plus complexe dans les quartiers. Et donc, je termine avec une dernière question, encore une fois générale, mais c'est que l'insécurité s'impose souvent dans l'urgence d'agir. Donc, quand il y a un problème de sécurité, parfois, il faut agir maintenant. Des fois, c'est propulsé par les médias, cette urgence-là. Et puis, ça referme tout espace pour essayer collectivement de réfléchir, de questionner ou de dépasser ces approches ou catégories dominantes-là. Donc, ma question pour vous trois qui connaissez un petit peu mieux que moi le milieu de la pratique, c'est comment est-ce qu'on peut intégrer ces conclusions-là d'approche socio-historique, disons, ou académique des enjeux sécuritaires aux préoccupations et travail des milieux de la pratique. Donc, est-ce que ça peut être utile? Comment ça peut se traduire dans votre travail? Voilà. Et peut-être que je reprendrai très succinctement en fait pour compléter par rapport aux échanges qu'on a eus précédemment. Au départ, notre idée, c'était de partir de cette mise en catégorie sur certains phénomènes qui étaient travaillés à l'université, qui étaient abordés dans les médias et qui étaient, comment dire, où les milieux communautaires avaient à répondre quelque part. Donc, et c'est là, en fait, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, en vous invitant, on a spécifiquement choisi une journaliste, Léla, quelqu'un qui travaille sur le terrain, Eve, et quelqu'un qui a une approche académique, Vivek. Mais justement, en vous invitant, on avait aussi cette idée que de sortir, comme je le disais, des approches classiques ou dominantes par le travail que, justement, la connaissance qu'on avait de votre travail. Et peut-être c'est en ça que justement, on voulait pousser un peu plus loin toutes les conversations et puis bousculer nos propres préconceptions quelque part. Et je reprends un peu dans la préparation l'échange qu'on a eu avec Léla, qui notait que les milieux académiques et universitaires avaient tendance à être très jargonneux sur les phénomènes qui concrètement affectaient les gens dans leur quotidien et qu'il abordait les gens dans leur quotidien avec des mots très simples, que les médias avaient tendance à mieux rapporter que le milieu universitaire parfois. Et en même temps, ce que notait Eve aussi, c'est ce travail de proximité avec les communautés et pour et par les communautés avait très peu tendance à être financé. Au final, les solutions appropriées sont très peu financées puisqu'elles ne correspondent pas nécessairement au langage institutionnel ni aux mécanismes institutionnels en soi. Et je travaille aussi avec Vivek parallèlement sur différents projets où on aborde notamment justement les questions de radicalisation, les discours haineux, mais par des approches non conventionnelles, alternatives, par des pratiques artistiques et créatives et culturelles aussi. Et c'est un peu comme ça dans la dernière séance où on a été bousculé aussi avec Benoît, en invitant Marianne Lopez, qui abordait les questions de sécurité en y incluant, par exemple, les questions de genre, les questions de violence intime et sexuelle, qui bousculaient un peu cette définition de la sécurité dominante qu'on avait. Et on pourra en discuter aujourd'hui. C'est une première question que j'avais pour vous. Comment, à partir de votre travail et de votre perspective, vous définissez la sécurité des citoyennes et des citoyens, à Montréal particulièrement? Et ce qui amène une deuxième question directement, quelles pratiques de résistance, on peut le nommer comme ça, ou les modalités d'organisation, comme je les ai nommées, des citoyens et des citoyennes, donc pour et par eux-mêmes, que vous avez observé ou que vous préconisez, par exemple, à partir de votre travail, dans votre engagement citoyen aussi. Et ça peut être le début de notre conversation. Je ne sais pas qui se sent de commencer. Est-ce que vous avez une première réaction à chaud? L'un ou l'une d'entre vous? Peut-être que je pourrais me lancer. Merci Leslie, Benoît. Écoutez, si on parle de la sécurité, peut-être que je pourrais
je pourrais demander aussi qu'on regarde ça avec un angle humaniste. Pour moi, la sécurité, personnellement, étant une personne racisée qui vit à Montréal dans un quartier assez divers, pour moi, c'est une question d'appartenance. Comment est-ce qu'on peut qualifier ce sentiment d'appartenance? Et de là, comment est-ce qu'on peut aussi, et ça c'est peut-être un peu radical de penser comme ça, mais comment est-ce que la sécurité et cet esprit d'inclusion qu'on cherche et qu'on demande à la municipalité avec les services de sécurité comme la police, ce sentiment d'inclusion, si on essaie d'inclure ce sentiment d'inclusion dans la sécurité, peut-être que ça passe par une exclusion, peut-être que ça demande une exclusion des personnes qui sont vulnérables, des personnes qui subissent le profilage, qui subissent une discrimination et un racisme systémique. Peut-être que ça demande une exclusion et, dans un sens, un empowerment, une façon de transférer les pouvoirs de ce sentiment de sécurité à ces personnes pour que ces personnes puissent vraiment développer un cadre dans lequel ils pouvaient mener une conversation à égalité avec des personnes en pouvoir. Alors, c'est un peu, si je résume, là, vous m'avez demandé ma réaction à chaude, là. Je commence avec ce sentiment d'appartenance. Qu'est-ce que c'est l'appartenance et comment est-ce que ça contribue à notre définition de sécurité dans le public général? Et deuxièmement, on prône l'inclusion, on prône le développement des cadres d'inclusion, mais d'après le travail que j'ai mené et les collaborations qu'on a créées avec des communautés à Mercier-Est et présentement avec l'aide de Leslie et plusieurs autres collaborateurs dans plusieurs autres communautés ici à Montréal, j'ai une tendance à dire qu'on a besoin de développer des espaces exclusifs pour des personnes qui ne sont pas en sécurité, pour qu'ils puissent vraiment s'exprimer et développer ce cadre de conversation, de dialogue avec les interlocuteurs, les parties prenantes dans la municipalité. Je vais me permettre d'y aller parce qu'en fait, je vais rebondir sur ce que Vivek disait finalement. C'est exactement, il y a beaucoup de choses que je pense. D'abord, la définition de la sécurité en tant que telle, ça va dépendre aussi de qui on est. Parce que, je veux dire, on ne vit pas les enjeux de sécurité ou d'insécurité en fonction de ce qu'on représente. De ce qu'on représente au sein de la société, au sein du quartier, puisqu'on ne vit pas tous les mêmes enjeux. Il y a des personnes qui vont avoir peur de se faire voler, suivant là où ils vivent, et il y en a d'autres qui vont avoir peur de se faire arrêter de manière abusive. Il y en a qui vont avoir peur, et qui le vivent, de se faire insulter, frapper, etc. Enfin bref, pour d'autres raisons, soit parce qu'ils appartiennent, ce sont des personnes racisées ou des personnes qui subissent du profilage ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça la définition. Puis là où je rejoins Vivek justement, c'est parce que j'étais en train de me dire pendant que vous parliez, on n'a jamais demandé à la population. On fait des politiques, on décide, et pour moi c'est d'entrée de jeu une problématique. Ce sont les gens d'en haut qui décident, toujours. Et malheureusement, ça devrait être l'inverse. On devrait partir de la base, voir avec la population. Et c'est ça, quand on parle d'empowerment, tout ça, c'est qu'est-ce qui ferait que les gens se sentent en sécurité dans leur quartier, et aller chercher un petit peu plus loin, parce que là, on pourrait avoir une définition beaucoup plus large, en fonction de tel ou tel type de population, en fonction de l'âge, parce qu'il ne faut pas oublier, puis en fonction du genre. Et ça, c'est des dimensions. On ne parle pas à ces personnes-là, pas assez. Il y a des politiques qui sont faites, même nous, dans le communautaire, on marque nos limites parce qu'on dépend de financement également par projet. Donc, on essaie, on s'assoit, on fait des concertations, on discute. Mais c'est ça, je pense que de base, je dirais que une fois encore, et pour moi, c'est la même chose dans tous les types de projets, c'est pas différent, même pour la politique, même tout, on devrait partir de
de la base, d'avoir les discussions avec la population, qu'ils définissent eux-mêmes comment ils vivraient dans ce sentiment de sécurité. Et on parlera peut-être tous les rôles médiatiques, la police, puis tout ça. Il y a plein de trucs qui viennent, mais je vais laisser enchaîner mes collègues. Justement, peut-être, Léla, sur le rôle médiatique, avant de te passer la parole, ce que je retiens un peu de l'intervention de Vivek, c'est quelque part, c'est des espaces en non-mixité qui permettraient d'échanger pour les communautés sur leurs enjeux. Et ce que tu disais, Ève, c'est au final de favoriser une forme de démocratie participative à partir de ces espaces de non-mixité-là. C'est ça, et je relancerai, avant de passer sur la perspective justement à partir peut-être, Léla, sur ton regard un peu médiatique ou journalistique, comment toi tu le perçois, toute cette question de sécurité, et qu'est-ce que justement sur ces espaces peut-être de non-mixité, de démocratie participative? Je pense que déjà le mot sécurité urbaine, moi, comme je te disais hier en entrevue, après, je n'habite pas nécessairement le milieu académique en tant que journaliste, mais ce n'est pas nécessairement des thèmes que j'entends sur le terrain dans le communautaire beaucoup. Sécurité urbaine, tu vas voir quelqu'un qui habite à Montréal-Nord, dans le reste de la ville, tu te dis, parle-moi de ta sécurité urbaine. Il ne va pas savoir de quoi tu parles. Et je pense que c'est vraiment important de ramener ça aux personnes qui le vivent, parce qu'il y a souvent, comme je disais, un grand écart entre ce que nous, on pense en tant qu'intellectuels, etc., et comment on décrit ces situations, mais comment les personnes qui le vivent, le sentent tous les jours. Et je pense que dans ce cas-là, on ne parle pas nécessairement de sécurité, mais plutôt de survie et de quotidien et de réalité. Donc, peut-être de le recentrer sur la communauté, je pense que ça change, pour revenir un peu sur ce que Ève dit, de partir de la base. Nous, c'est exactement ce qu'on essaie de faire à la Converse, là, sans s'inventer notre média, mais c'est notre objectif par-delà, parce qu'au lieu que moi, assise dans mon bureau, je réfléchisse à qu'est-ce que la communauté veut entendre, ou je décide en fait à leur place avec mon chapeau d'expert, dans ma tour d'ivoire, je décentre ça en le ramenant à la communauté, puis en leur demandant, c'est quoi vos préoccupations? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir le soir? Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que média, en tant que service, pour répondre à ces préoccupations-là? Et je pense que c'est justement une pratique de résistance, d'aller demander aux gens qui sont concernés par les problématiques qu'est-ce qu'elles veulent, que ce soit les médias, la recherche académique, les films documentaires. Hein. Il y a plein de choses qui sont faites qui, je pense, ne font que créer ce que j'appelle, moi, du trauma porn ou du poverty porn. Donc, c'est-à-dire de vraiment aller chercher ces traumatismes-là, mais pour qui, en fait? Et je pense que la question quand on fait ce genre de travail, pour moi, c'est qui est-ce qu'on va servir avec notre travail? Et si on ne sert pas en premier la communauté concernée, bien en fait, on ne fait que créer un cercle, un cycle dans lequel l'écart ne fait que grandir, puis les réponses ne sont pas adaptées aux besoins. L'argent va dans les grandes institutions, puis comme dit Ève, bien, les personnes qui ont vraiment les solutions, bien, elles manquent de financement. Donc, je pense que pour moi, la résistance, c'est vraiment de partir de la base et de recentrer sur la communauté qu'on veut servir, parce que ça soit un service en tant que chercheur ou en tant que média ou en tant qu'organisme communautaire, à la fin, tout ce qu'on fait, c'est un service. Et je pense que de le recentrer sur l'idée de service, je pense que c'est vraiment une pratique de résistance qui devrait être appliquée à travers tous les paliers. Benoît, est-ce que tu veux réagir, ou je peux y aller si tu veux? Ah oui, j'ai plein de trucs en tête aussi, mais je vais essayer de ne pas être trop. L'intervention de Léla aussi me fait beaucoup réfléchir. C'est cette préoccupation-là de partir de la base, d'aller voir les gens, ce qu'ils disent, etc. C'est ce qu'on essaye de faire parfois dans le travail académique pour ceux ou celles qui ont une approche un peu plus ethnographique, anthropologique. C'est ce que j'essaie de faire aussi dans mes travaux. Mais ce que je trouve, c'est que ce n'est pas toujours évident. Puis là, je vais essayer de ne pas être trop académique, mais je risque de l'être. Mais par exemple, avec la catégorie de gang de rue, ce qu'on a vu, c'est que ce n'est pas
un concept qui vient de la base, justement. Le gang de rue, je ne vais pas aller en détail, mais ça a été apporté un peu par en haut. Ça ne vient pas des individus qui vivaient la violence dans les quartiers marginalisés, etc. Mais après un certain temps, ça a permis de catégoriser des individus qui se sont réappropriés la catégorie puis qui ont commencé à la revendiquer de différentes manières. Donc, c'est-à-dire que ce soit les médias, les experts, quand on invente des catégories comme le gang de rue, à un certain moment, c'est injecté dans le social, puis les individus les jeunes commencent à être interpellés par la catégorie. On a fait des entrevues en centre jeunesse, puis tous les jeunes en centre jeunesse doivent se positionner devant les éducateurs pour dire s'ils sont membres ou non d'un gang de rue. Et puis, ça crée des phénomènes sociaux comme ça complexes. Donc, ce que j'essaie de dire, là, je sais que je suis assez théorique, mais ce que j'essaie de dire, c'est que parfois, les gens, quand on essaie de partir de la base, sont pris dans les discours qui sont disponibles. Donc, je donne un exemple peut-être plus concret à partir de mes recherches au Brésil, mais on remarque que dans les favelas, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont en faveur de la violence policière, alors que ce sont eux les premières victimes de la violence policière au Brésil, les populations noires pauvres dans les favelas. Donc, comment expliquer ça? C'est à partir d'une étude critique des discours institutionnels qui ne viennent pas de la base, mais finalement qui sont repris par les gens. Donc ça demande, je pense, des fois une analyse un petit peu plus poussée pour ne pas rester au premier niveau de ce que les gens disent quand on leur demande « dites-nous ce que c'est que la sécurité pour vous ». Donc, on en reparlera peut-être. Je sais que c'est un petit peu dense conceptuellement peut-être, mais c'est ma réaction. Me permettre de répondre. Je pense qu'il y a deux choses qui me viennent en tête. Donc oui, peut-être que les jeunes aujourd'hui vont, peut-être, je ne pense pas, mais bon, ça se peut qu'il y a des gens qui vont utiliser des termes qui ont été imposés par d'autres institutions, des termes qui peuvent être blessants. Effectivement, oui, ça arrive en fait. Je le vois par exemple même dans les communautés roms dont je fais partie, il y a certaines personnes qui vont pouvoir utiliser le mot tzigane ou gitan, puis c'est une insulte raciale, on va l'utiliser. Mais si on va voir vers leur système et on va voir ce qui représente ce mot-là et on comprend son historique et son épidémiologie et dans quel contexte il a été utilisé, on va arrêter de l'utiliser. Donc, en fait, pour revenir à ça, gang de rue, si on va avoir un jeune qui est impliqué dans la délinquance juvénile, on va lui demander comment est-ce que tu as envie que j'explique ce que tu fais. Juste demander, tu sais, des fois, c'est tellement ça. Moi, ce que je fais souvent en entrevue, je demande aux gens comment est-ce que tu veux que je t'identifie. Donc, si on redemande et on recentre encore une fois vers la communauté, la personne va nous dire, moi, ça m'étonnerait qu'un jeune ait envie de te dire, moi, je suis un gang de rue. Tu sais. Mais si on vraiment prend le temps de laisser les personnes concernées parler, puis de leur demander, puis de travailler avec elles et non pas sur elles, je pense que c'est là qu'on va vraiment avoir un dialogue et on va réussir à changer un peu ce genre de discours, d'une part. D'autre part, je pense que ce qu'on essaie de faire à la Converge, je le dis souvent, c'est de s'attaquer au système et non pas aux symptômes. Donc oui, la rue, dans ce cas-là, va peut-être où les gens sur le terrain vont nous dire une chose, mais il faut le replacer dans le système qui permet en sorte que ces événements-là aient lieu. Et je pense que quand on le remet dans ce cadre-là, ça permet d'avoir une perspective beaucoup plus riche que d'y aller qu'avec le symptôme. Si je peux me permettre de réagir aussi, et je vais relancer justement parce que j'ai l'impression qu'il y a une convergence entre ce que tu dis, Léla, et ce que tu proposes, Vivek, sur les espaces en non-mixité, en fait, ou en tout cas des espaces alternatifs pour que les gens les gens au sens de la population, des personnes, les premiers concernés, comme tu disais, Léla, se réapproprient quelque chose, que ce soit les discours, que ce soit la narrative, que ce soit les termes utilisés. Et c'est dans ces espaces-là, j'ai l'impression qu'on construit cette possibilité au sens de capacité d'agir, empowerment, de se réapproprier le discours, les narratifs ou les termes. Et en même temps, j'aimerais quelque part, vous provoquer un petit peu, puisque ce qu'on observe aussi, c'est le poids du système, justement, sur les conditions de vie des gens dont on parle, des premiers concernés. Et comme on l'a vu avec Will, quand on l'a invité, qui parle du poids de la stigmatisation territoriale de Montréal-Nord comme quasiment un territoire, comment dire,
comme une espèce de territoire malfamé de la nation ou quasiment une zone de non-droit. Donc, comment les personnes qui vivent dans ces espaces-là peuvent transcender l'image véhiculée par ces territoires-là pour se créer les conditions de se réapproprier les discours et les narratifs. Et je pense que c'est aussi, il y a un parallèle aussi à faire avec Parc Extension, là où tu travailles, Ève, justement sur, oui, il faut interroger les premiers concernés, c'est eux qui sont au cœur de toutes ces questions, mais comment le faire? Est-ce que je peux entamer quelque chose? Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est une joute constante. Et justement, je pense que le communautaire devrait reprendre son rôle de base, pour moi. On l'a vu, je pensais, et je pense que la pandémie, justement, et puis ça a été dit tantôt, je pense que c'était Benoît, quand il faisait un petit résumé, le milieu communautaire doit répondre à tout, à tous les besoins, en fait, de sécurité, sécurité alimentaire, etc., éducation, il doit pallier à de nombreux besoins. Et là, je pensais que pendant la pandémie, quand les institutions, la santé publique, etc., tout ce monde-là autour a surutilisé le milieu communautaire sans trop injecter d'argent une fois encore, que le milieu communautaire allait se rendre compte de son pouvoir, c'est-à-dire de revenir un peu vers l'action communautaire autonome, où là, on allait dire OK, ça suffit, donnez-nous l'argent qu'il faut, on est en mesure d'aider la communauté, on travaille directement avec les gens de la communauté, eux-mêmes savent comment rejoindre les différentes populations, comment, puisque ils avaient beau faire des affiches multilingues, des choses comme ça ne fonctionnait pas. Par extension, le bouche à oreille est formidable, les gens se parlent beaucoup entre eux. Il y a quelque chose, et j'ai perdu mon idée, donc ça va très bien. Oui, c'est ça. Quand je disais, je parle de joute constante parce que je le vois ici dans le quartier. Admettons, pendant la pandémie, Parc Extension avait une couverture médiatique vraiment terrible, aussi un peu de la même façon que Montréal-Nord. Bon, après, ça s'est accentué avec le variant indien, etc. Mais la population ne comprend pas les messages, se soucie pas comment dire, des mesures d'hygiène, etc. Enfin, il y a eu toute une chose. Et c'était fascinant parce que dans chacune des rencontres avec la santé publique, à chaque fois, c'était écoutez, vous ne faites pas votre job de communication, vous ne nous écoutez pas, on vous rapporte la manière dont la population veut être rejointe, comment la population veut être aidée. On vous le dit, et c'était sans arrêt, sans arrêt. Et il a fallu forcer pour que, dans mon cas, je puisse intervenir même par la suite avec les communications du CIUS, m'imposer, après avoir été traitée de fatigante et de tout ce qu'on veut, fatigante, c'est pas grave, mais m'imposer en fait pour protéger le quartier et les gens de l'image médiatique qu'on leur donnait, en contrôlant le message, en m'impliquant dans le message. Donc, en fait, c'est cette lutte constante, avec les institutions, avec les médias. Et je crois que le communautaire est une des clés, pas seulement, évidemment, mais parce que le communautaire s'est institutionnalisé et puis est pris à la gorge par, comme on l'a mentionné à plusieurs reprises, le manque de financement, les financements par projet qui ne permettent pas de mettre sur pied des solutions pérennes. Puis ça, c'est un gros problème. Mais je crois qu'il y a une petite clé ici aussi, un levier, entre autres, que vraiment le milieu communautaire doit bousculer. On est l'interface entre les résidents, les institutions, le milieu politique, sur place. Et je crois qu'on doit récupérer ce rôle-là et s'imposer beaucoup plus. Mais je me pose la question, si dans nos arrondissements, dans nos quartiers,
Et je pense particulièrement à Parc Extension. Côte-des-Neiges, c'était un petit peu différent, mais s'il n'y a pas des quartiers comme ça, comme Parc-Aix, 1,6 km², je le disais, enclavés entre le Myland, Villeray, tout ça, si même à ça, au sens large, les résidents et résidentes pauvres, de différentes origines, etc., du quartier, tout ça, ne sont pas directement, ne sont pas la population intéressante pour l'avenir de certains secteurs de Montréal, ne vont pas finir par être déplacés. Quand je vois le peu d'investissement, quand je vois le ralentissement des projets, quand je vois la surreprésentation de la police sans arrêt dans ce coin-là, ça soulève beaucoup de choses. Donc, même quand on parle de sécurité, je me demande si de manière beaucoup plus large, les projets politiques, financiers, etc., pour certains quartiers, ne sont même pas eux-mêmes en soi une menace pour la sécurité de certaines de ces populations. Je me suis un peu éloignée, mais... Mais justement, moi, j'avais une question pour le milieu académique et universitaire. Est-ce qu'il n'y a pas un rôle, quelque part, du milieu académique et universitaire? Vivek, je t'interpelle sur ça, pour documenter, et je ne sais pas, je dis documenter comme ça, mais pour accompagner peut-être, justement, mettre en évidence d'autres enjeux qui ne sont pas forcément sous le radar, qui ne sont pas ceux qu'on observe le plus souvent. J'ai l'impression que c'est ce dont tu parles, Ève. Quelque part, je ne sais pas si c'est un soutien dans le milieu communautaire ou un accompagnement, ou en tout cas un travail en collaboration. Et j'ai l'impression que c'est la question qu'on pose, par exemple, dans le travail qu'on fait avec la ville en ce moment, avec le service diversité et inclusion sociale. Et je te laisse la parole. Merci. Alors, oui, juste, il y a des choses qui m'ont interpellé, qui ont été mentionnées par Béla et par Ève, surtout ce concept d'apprendre avec, et pas enseigner, mais apprendre avec, de vraiment favoriser une co-création, mais aussi créer des plateformes où les gens peuvent s'exprimer, où on peut magnifier les voix des personnes dont on ne fait pas ça assez souvent. Ça, c'est quand même une grande préoccupation que j'ai. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai fondé plusieurs initiatives pour que je puisse amener des fonds publics, parce qu'on reçoit pas mal de financement pour nos projets, et qu'on travaille en concertation pour le développement des projets qui sont à la base menés par et créés pour les membres de ces communautés. Mais Leslie, tu as raison, c'est assez difficile parce que le cadre académique, on est un peu coincé. Hein? On nous force, par exemple, de développer des objectifs pour des projets. Peu importe si c'est un projet de 6 mois ou 3 ans ou 5 ans, on a besoin de développer des objectifs. On a besoin de développer un cadre pour l'évaluation et on a besoin de mesurer comment est-ce qu'on atteint ces objectifs, quels sont les résultats. Ils veulent des résultats assez clairs, ils veulent qu'on dépose des rapports. Moi, je suis pas francophone et je trouve le mot qu'on utilise très souvent en français, cette période de réflexion, on parle souvent de réfléchir. Il y a peu de façons de documenter ce processus de réflexion. Souvent, on crée un rapport, parfois, comme mes collègues ici, Léla et Ève ont mentionné, il y a des documentations, soit des films, peut-être même des œuvres d'art, des installations, la musique qui peut décrire une situation, qui peut décrire un phénomène qu'on vit dans la société. Mais très souvent, on n'a pas vraiment un encadrement de la description et une documentation de ce processus. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin aussi de recadrer la façon dont on finance ce genre d'initiative. On voit ça peu à peu, hein, et ce n'est pas avec les institutions typiques qui financent les projets de recherche. Comme au Québec, on a le Fonds de recherche du Québec. Au niveau fédéral, on a
par exemple, les 3 conseils, ce conseil de recherche en sciences, humanités sociales, on a pour la santé et puis aussi en sciences naturelles et génie. Avec ces institutions, il y a toujours un encadrement très paradigmatique qui est basé dans les cadres qu'on utilise pour les sciences, les humanités, les sciences sociales. Mais avec les programmes de contribution du gouvernement fédéral, moi, avec mon expérience avec le gouvernement fédéral, on a eu plusieurs subventions de Sécurité publique Canada, de Patrimoine Canada, plus récemment avec Emploi et Développement social Canada. Là, on a plus d'occasion de négocier avec les bailleurs de fonds des objectifs un peu plus, si vous me permettez le mot, flou, hein, un peu plus flous, qui sont un peu plus organiques, où on peut dire voici le problème. Voici le problème tel que mentionné dans la littérature grise, les rapports publics, la littérature académique. Voici les problèmes. Voici une façon de développer des pistes de solutions en collaboration avec les communautés qui sont affectées le plus par ces problèmes. Là, on ne sait pas si les objectifs seront clairs dès le début. On a besoin d'avoir une consultation et on a besoin aussi de compenser et vraiment compenser l'expertise et le temps et la manière dont on peut créer cet apprentissage avec nos communautés. Alors, ça, peu à peu, dans les 12 dernières années, moi, je vois des différences. Je vois les différences entre le gouvernement fédéral et les départements et les institutions qui contribuent à ce genre de recherche-action, recherche-création par rapport aux institutions typiques qui financent ce genre de recherche. Mais je dois aussi dire que le problème dans le monde académique, c'est qu'il y a très peu de gens qui prennent le privilège que moi j'ai. Je parle de moi, je suis un prof titularisé. J'ai une permanence dans mon poste pour dire, vous savez quoi, dans les 12 dernières années, j'ai fait assez pour avancer le champ avec les paradigmes qui sont créés pour notre champ, en termes de publication, en termes pour rédiger les articles et même en termes d'encadrer ce qu'on appelle en anglais « high quality professionals », alors les doctorants, les gens de maîtrise, les postdoctorants. Maintenant, c'est le temps pour moi vraiment d'apprendre des communautés qui ont plus de besoins, qui ont le plus besoin de l'aide pour résoudre ces problèmes. Alors, la façon pour moi de faire ça, c'est de dire, voici ce que je veux mener comme projet de recherche. Et la première phase de ces projets, c'est de dire, je ne peux pas mener ça tout seul. Et très souvent, ça demande une abolition des hiérarchies de pouvoir, les hiérarchies de connaissances. Et ce sont les choses qu'on apprend. On apprend dans les universités. Alors, comment est-ce qu'on peut doucement décoloniser cette façon de travailler, justement pour amener plus de voix des personnes sur le terrain? Alors, ça, c'est une lutte. Et ça devient moins une lutte dans les dernières années parce qu'il y a le soutien des parties prenantes dans les niveaux le plus hauts, justement pour encadrer ce type de projet. Mais ça, c'est mon expérience personnelle. Mais le rôle des chercheurs, ça doit vraiment changer. Et la perception des chercheurs de travailler sur ces projets et mettre leur nom dessus, cette tendance des chercheurs d'identifier le phénomène par la personne qui écrit sur le phénomène, c'est super dangereux, super dangereux. Parce que le phénomène peut exister sans qu'une personne théorise, sans qu'une personne fait la recherche dedans. Comment est-ce qu'on peut séparer l'égoïsme des chercheurs? J'arrête là. Sorry, I went on a little bit much. Non, mais j'allais reprendre justement parce que j'ai l'impression, c'est la question que tu posais, Léla, justement, sur comme quand tu dis
le nom d'une personne, on fait carrière sur un phénomène, par exemple, Vivek, dans l'université. Et c'est ce que toi, tu disais, Léla aussi. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de temporalité académique et institutionnelle qui ne correspond pas aux temporalités des premiers concernés, des communautés, des populations. Et j'ai l'impression que c'est ça le travail que toi, tu t'engages à faire, à ramener, la lutte est là, en fait, c'est à mettre ça au premier plan, tout en étant, ce que tu disais, Vivek, amener en luttant à l'intérieur de l'institution elle-même pour changer aussi la dynamique, quelque part. Donc, il y a peut-être quelque chose là, je ne sais pas si tu veux réagir, Léla, sur cette question, sur la temporalité, la discontinuité entre la temporalité des communautés et la temporalité institutionnelle. Voilà, je disais, je n'utiliserai pas tes beaux mots académiques, mais je suis dans mes termes. En fait, moi, je pense que ce que ça réveille en moi, c'est quand tu as dit, tu as demandé la question, comment est-ce qu'on fait pour transcender le système? Et ma réponse, en fait, mais c'est qui a accès au système et qui décide du système? Qui sont les personnes qui travaillent dans le système? Et effectivement, je pense que c'est un grand problème parce qu'on rarement, dans ces milieux-là, on va questionner sa positionnalité. Est-ce que c'est ma place de faire ce travail-là? Est-ce que je fais, et je pense que, c'est ce que je te disais hier, Leslie, je pense qu'une manière de répondre à cette question-là, c'est en pensant à ce que j'appelle trauma-informed. Donc, de le repenser à travers le trauma. Est-ce qu'on crée plus de trauma pour les communautés concernées en envoyant une personne qui est complètement déconnectée de la communauté, ou est-ce qu'on fait plus de bien? Moi, je pense que c'est le contraire. Moi, je pense qu'on fait plus de trauma parce que la personne qui n'est pas attachée à la communauté va devoir prendre énormément de temps pour tisser des liens avec la communauté, va prendre énormément de temps pour se renseigner, s'éduquer, pas arriver là et causer plus de tort aux gens, et puis de créer ce lien-là, cette proximité pour que la personne puisse se sentir vraiment à l'aise, d'ouvrir, puis de se sentir en confiance que ce qui va être régurgité va vraiment tenir compte des préoccupations des gens. Donc, je pense que pour moi, effectivement, c'est un grand problème et c'est quelque chose qu'on adresse très rarement. Puis oui, on en parlait hier dans les médias. Si on prend un exemple concret, à Montréal-Nord, il y avait le guide de Montréal-Nord. Il y a quelques journalistes qui étaient là. J'ai travaillé à Métro. Mais ce n'est jamais des gens qui habitent à Montréal-Nord, qui écrivent sur Montréal-Nord. Moi, je ne comprends pas. Je veux dire, il y a des gens qui ont du talent à Montréal-Nord. Pourquoi est-ce qu'ils ne travaillent pas dans ces médias-là? Que ce soit à Montréal-Nord ou le Nord-Est, ou peu importe tous ces endroits-là, moi, je questionne la positionnalité des personnes qui font ça. Et ce qu'on essaie de faire à la Converse, oui, effectivement, c'est de radicalement changer qui a accès à ces positions-là en regardant la positionnalité du ou de la journaliste, mais en pensant, est-ce que je vais causer plus de tort à la communauté? Est-ce que je vais causer plus de bien? Qu'est-ce qui va faire en sorte que cette proximité-là, elle est là? Et qu'est-ce qui va faire en sorte que justement, on va bien rendre compte des préoccupations de la communauté? Et je pense que c'est une question qui, certes, est inconfortable, mais si on n'est pas prêt à laisser sa place, la céder, et en questionnant sa positionnalité, ben dans ce cas-là, il faut changer de carrière. Parce que ce travail-là qu'on le fait, c'est bien beau pour soi, mais ce n'est pas pour soi qu'on le fait. Il faut vraiment apprendre à se décentrer. Et nous, c'est exactement ce qu'on essaie de faire à la Converse, c'est de se décentrer en se décollant surtout de cet égoïsme, cet ego qui se génère beaucoup dans les médias. Mais aussi, non, mais c'est vrai, et en le recentrant sur les personnes qui vivent les situations. Puis je pense que quand on le recentre sur les personnes qui vivent la situation, ben, ça change vraiment qu'est-ce qu'on fait, qui le fait, puis comment est-ce qu'on peut avoir accès à cette communauté-là. Comme je dis, nous, avec l'équipe qu'on travaille, on essaie vraiment d'avoir une équipe diversifiée, mais la première question que je pose aux personnes qui veulent travailler avec nous, c'est quoi ton IN? Dans quelle communauté est-ce que tu as des IN? Si tu n'es pas capable de me répondre, ben, tu ne travailleras pas à la Converse. D'ailleurs, on cherche des personnes pour l'été. Je fais ma pub. Mais c'est super important parce que si vous n'êtes pas capable… Et puis, il y a aussi l'idée que, tu sais, des fois, tu vas faire un reportage, tu rentres dans ton privilège quand tu rentres à la maison. Toi, tu n'as pas à vivre ce trauma-là. Donc, en fait, est-ce que c'est toi la meilleure personne pour raconter cette histoire-là? Des fois, ce n'est pas toi. Fait que utilise ton privilège
pour faire en sorte que les personnes qui sont capables de mieux le faire que toi vont le faire, tu vois. Et c'est un travail qui demande beaucoup de décentralisation. Puis voilà, c'était mon histoire. J'ai l'impression de pour une initiative que je connais, qui ressemble un peu à ce que tu décris aussi ailleurs, ça ressemble beaucoup au Bondi Blog, en fait. J'ai l'impression où c'est du journalisme des quartiers populaires par des habitantes et des habitants des quartiers populaires. Donc, c'est un peu ce que je disais, une réappropriation du discours, à partir de ce que tu disais, Ève, aussi, cette lutte sémantique de se raconter par nous-mêmes. J'ai l'impression que c'est l'objectif que vous avez aussi à la Convert. Effectivement, puis le Bondi Blog est sur notre comité aviseur, donc on est très content de travailler avec eux et d'échanger avec eux. Mais franchement, oui, quand je vois ce qui est fait au Bondi Blog, c'est vraiment une grande source d'information pour moi à la Converse. Puis c'est ce qu'on fait à travers nos projets d'école Converse, où est-ce que justement on va dans les endroits où est-ce qu'il y a des personnes marginalisées qui n'ont pas la chance de raconter leurs propres histoires, puis on leur apprend à le faire. Puis c'est ces personnes-là qui vont nous raconter leurs histoires, qui vont nous dire qu'est-ce qui les préoccupe. Voilà, parce que je pense que c'est vraiment l'idée. Puis c'est ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir changer les choses, je pense vraiment. Après, peut-être que je rêve en couleur, mais je pense que c'est ce qu'on remarque. D'ailleurs, dans le travail qu'on fait jusqu'à date, des personnes, je donne l'exemple de Kijaté, qui était notre journaliste stagiaire qui est autochtone. Puis au début, on a travaillé avec elle, on lui a donné les outils pour qu'elle puisse raconter des histoires qui préoccupaient la communauté. Puis aujourd'hui, elle va rentrer en journalisme à l'UQAM. Puis j'ai pas envie de me donner tout le crédit, bien sûr, mais je pense que la Converse l'a vraiment beaucoup motivée en lui montrant que c'est possible de faire du journalisme en aidant sa communauté. Je pense qu'on le remarque, nous, tous les jours, à travers tout le travail qu'on fait, on reçoit beaucoup d'amour de la part de notre communauté parce qu'on écoute, mais parce qu'on fait vraiment attention à qui raconte ces histoires-là. Et on se pose ces questions-là. C'est des questions difficiles, mais que je pense qu'on n'est pas très près d'aborder dans les grands médias, au Québec surtout. J'ai une question pour Ève, mais Benoît, je ne sais pas si tu veux réagir. Oui. Je me rends compte que c'est très stimulant de discuter à 5, mais c'est très difficile aussi de structurer ces interventions parce qu'il y a comme une double temporalité. Là, je réagis sur des choses qui ont été dites il y a 15 minutes peut-être, mais je vais essayer de m'exprimer clairement, mais je reviens sur l'idée de lutte que Ève a mentionnée plus tôt, puis qui est partagée par nos autres collègues. Je pense cette idée-là de lutte pour aller à la base, aller voir ce que les gens qu'on écoute peu disent, comment ils s'expriment, comment ils parlent des problèmes, etc. Mais de la manière dont je le vois, il y a un autre travail qui se fait en parallèle ou en même temps. Pour valoriser la parole de ces gens-là, je pense qu'il y a un travail de déconstruction des discours ou des catégories dominantes. Puis, ce travail de déconstruction-là, c'est de montrer que les manières normales, ordinaires, dominantes de se représenter les choses ne sont pas suffisantes, sont problématiques, etc. C'est-à-dire, pour être capable d'être écouté par les institutions, il faut comme parler un certain langage, puis de démontrer le besoin, si on veut, d'aller écouter d'autres formes de raconter notre expérience qu'on peut finalement donner une certaine portée à ce que les gens disent. Parce que c'est ça aussi la lutte, c'est non seulement de leur donner parole, mais d'être capable de donner un poids à leur parole et que les institutions finissent par reconnaître cette valeur-là. Puis je pense que pour revenir à l'idée de sécurité urbaine, je pense que c'est un petit peu pour ça qu'on a comme thématisé notre série de webinaires par sécurité urbaine. C'est pour parler ce langage-là institutionnel, mais démontrer que sur le terrain aussi, ces mots-là ne sont pas suffisants, qu'il y a quelque chose d'autre qu'il faut aller chercher. C'est pour démontrer que sécurité urbaine, c'est problématique comme manière de voir les enjeux de sécurité. Ouais, voilà. Je rigole parce que c'est ce que j'ai répondu à Léla hier quand on a échangé. Et justement, il nous reste à peu près 15 minutes avant de passer la parole au public. Et j'ai une question pour Ève, parce qu'on a beaucoup parlé de lutte, on a beaucoup parlé justement des différents milieux, le milieu académique, les médias et le communautaire, mais on n'a pas parlé d'émancipation.
À quoi ressemblerait l'émancipation, selon toi, Ève? Et c'est une grande question, je sais, je rigolais aussi quand je l'ai. Oui, c'est ça. À quoi ressemblerait l'émancipation d'une population? Un soulèvement, peut-être? Non. Mais il y a plusieurs. C'est beaucoup trop court parce qu'en fait, il y a beaucoup de liens à faire avec ce que vous avez dit. D'abord, changer les rapports, déconstruire les rapports avec la recherche. Normalement, la recherche, ça soumet dans l'institutionnel, ça fait des recommandations politiques, ils laissent ça sur les tablettes. On avait eu l'occasion, j'avais questionné là-dessus d'ailleurs dans un échange sur une de vos capsules, etc. Sauf que là, par exemple, le communautaire, maintenant, dans cette... quand tu parles d'émancipation ici, en lien par exemple avec le communautaire avant, il y a, en concertation, on fait affaire directement avec différentes universités et on détermine en fonction de ce qu'on a retenu de la population les propres enjeux de recherche dont on a besoin pour transformer le quartier. Et c'est là où des fois les institutions, les milieux de la recherche universitaires ne se rendent pas forcément compte de la même façon que les milieux politiques, c'est qu'on peut être des alliés aussi pour faire bouger les choses. Tu sais, quand nous, comme là, on a fait faire une recherche dans le cadre d'un projet pendant la pandémie sur la judiciarisation des jeunes racisés dans notre quartier de Parc Extension, parce que souvent aussi les recherches, c'est vague, tu sais, c'est at large. Nous, on a un arrondissement, Villeray, Saint-Michel, Parc Extension, 3 réalités, 3 milieux de vie, etc. Donc, on ne peut pas faire quelque chose on ne peut pas avoir un template puis appliquer la même chose à tout le monde. Et je me rappelle lorsqu'on a fait cette proposition, donc on avait travaillé sur cette proposition de recherche, la réaction de l'agent communautaire qui travaille pour le PDQ 33, qui est notre poste de quartier local, ça a été de dire « Oh, c'est pas nécessaire, on n'en a pas, nous, des enjeux comme ça. » J'ai dit « OK, good. » Eh ben, la recherche va nous le dire. Donc, c'est ce genre de rapport aussi, et le fait de changer ça, tu sais, moi, quand on travaille sur la violence conjugale qu'on est en train de développer, moi, j'insiste toujours pour que ce soit des recherches-actions, pour qu'on puisse tester aussi des façons qui correspondent aux femmes, former des intervenants, parce qu'on ne peut pas toujours avoir des intervenants psychosociaux, etc., dans tous les milieux, super formés et tout, mais il y a des organisateurs et organisatrices communautaires qui seraient à même avec des formations de déceler, par le langage, par les attitudes, de déceler certaines formes de violence, que ce soit violence conjugale ou en lien avec les aînés. Donc, il y a des façons pour nous de s'émanciper justement de ce que veut toujours nous faire, comme nos bailleurs de fonds nous demandent de travailler sur des projets précis. Beaucoup d'organismes communautaires, pour avoir 5000 pièces, se détournent de leur mission, mais on essaye de fonctionner autrement. Et puis sinon, dans le quartier, pour les gens aussi, et puis en trouvant que c'était des moyens de communication plus faciles, Vivek parlait de plateformes, d'avoir d'autres plateformes ou d'autres espaces. Donc, on a mis sur pied une web TV. Une web TV dans le quartier où, alors évidemment, il y a toujours le lien avec le communautaire, mais aussi avec les résidents et résidentes, parce que là, on est en train de tester des émissions, des séries, mais c'est l'occasion de donner la parole aux gens et on les laisse s'exprimer dans la langue dans la langue qui leur convient, pas forcément l'anglais et le français, ça peut être la langue maternelle, parce que ça aussi, c'est toujours très cadré. Dans toutes les statistiques, dans un quartier comme le nôtre, où il y a, on dit que 75% de la population a une langue maternelle autre que le français, ouais, puis ça fait quoi? Je veux dire, la plupart parlent aussi français et anglais, et puis chez eux, ils s'expriment autrement. Donc, donc ce type de plateforme aussi, ça permet d'aborder des enjeux en ayant justement ce vocabulaire, grassroots, là, comme on dit, parce que c'est souvent ça chez certains alliés. Comme dans notre quartier,
On a par exemple le centre Justice et Foi, qui est aussi, entre autres, un centre d'analyse sociale, puis qui fait des super conférences, puis qui a des super analyses sur de nombreux sujets qui nous concernent. Mais la population, ça ne lui donne pas d'outils dans le concret. Donc, il y a tous ces enjeux-là. Donc, il y a plein de choses à mettre en place où il y a plein d'outils qui peuvent servir à la population. En fait, on va en revenir toujours à la même chose. Et on a oublié de parler, comment dire, des choses aussi bêtes que l'éclairage de nos rues. Surtout, comme je le mentionnais au début, mais c'est parce qu'on parlait aussi de sécurité, on n'a pas beaucoup parlé de la présence policière dans notre quartier, 1,6 km², je le répète, il y a de la police tous les 6 mètres, quasiment, des voitures de police, c'est très répressif. Par rapport. Et qu'est-ce qui justifierait ça? Est-ce qu'on n'a pas de données là-dessus? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes racisées? Est-ce que parce qu'il y a un haut taux de criminalité, on ne le sait pas? Est-ce que, comment ça se fait? Même les personnes de la ville qui mettent des contraventions sont là à chaque coin de rue. On est dans un quartier pauvre. L'autre fois, on faisait une clinique éphémère de vaccination dans un temple en haut du quartier, au-dessus de Jarry. Je veux dire, le gars arrive, il y a plein de police qui n'arrêtaient pas de tourner. D'un seul coup, le gars est venu mettre toute une série de contraventions. On est sorti, on lui a dit, mais attends, les gens viennent faire une action civique, un geste civique, en se protégeant, en participant et tout, toi tu viens. Enfin, et dans ces quartiers-là, moi, je me pose la question, qu'est-ce qui justifie qu'il y ait des quartiers qui soient plus stigmatisés que d'autres, que ce soit avec la police, que ce soit médiatiquement, que ce soit par l'abandon, justement, des financements, qu'il y ait... c'est tout ça, en fait, que ça prenne autant de temps. Tu sais, comme on a des données, on a des statistiques, on a des recherches, on ne fait rien. Tu sais, je veux dire, on a l'idée d'eux, mais on ne met rien en place de concret. Les gens, moi, les couvertures médiatiques qu'on a réussi à avoir de manière positive sur l'émancipation des gens et la manière dont ils se prennent en charge dans le quartier et les initiatives qu'ils mettent en place. Depuis que je suis là, ça va faire 1 an, et on m'a dit qu'ils n'avaient jamais vu autant de couverture positive dans Parc Extension dans les 10 dernières années. Pourquoi? Donc, c'est ça. En fait, c'est vraiment comme, oui, il y a des moyens. Les moyens, on ne nous les donne pas. Votre question initiale, c'était comment s'émanciper des approches institutionnelles. C'est un peu boiteux parce que de toute façon, on est toujours dépendant, on n'est pas autosuffisant. Les institutions se dédouanent en mettant des agents communautaires à droite, à gauche, y compris dans la police, mais en fait, c'est juste pour se dédouaner parce que dans les faits, ils sont tributaires du commandant qui est là. Puis le commandant, même si on tombe sur un cool cette année-là, ouais, mais les patrouilleurs, ils n'ont pas envie de faire ça. Puis vous parliez de l'exemple de Fadi Daguerre, une police de proximité, puis c'est sorti dans les médias parce que là, ils veulent recruter de la diversité. Donc on se dit, ah, on va recruter de la diversité, est-ce que c'est ça qui va rassurer la population? Ben, pas du tout, avec la mauvaise presse qu'il y a. Et puis ça fait des années qu'on le dit, qu'on va former, qu'on va... Est-ce que vous avez déjà vu des policiers se garer un petit peu, faire 3 tours de pâté de maison, essayer d'être un peu plus friendly avec les gens ou de se rapprocher? Non, c'est toujours... Donc, c'est très difficile de dire comment s'émanciper des approches parce qu'il y a ce qu'on met en place. Puis moi-même, je suis ici à Parc Extension, j'essaie d'avoir cette approche-là parce que peut-être j'aime utiliser ce qu'on n'aime pas chez moi, c'est cette forme de radicalité, parce que même aussi les termes dérangent. Mais dans un sens, je suis contente de l'avoir, pour pouvoir bousculer les choses. Mais combien de temps? Puisque moi-même, faisant partie d'une catégorie de la population, c'est pas rare d'entendre à un moment donné, c'était peut-être pas quelqu'un comme toi qu'on aurait voulu avoir, ça devient sérieux, ça devient gros, il y aurait peut-être d'autres personnes à mettre en place. Donc, et on est en danger aussi dans nos postes, pas juste dans la rue,
Donc, c'est ça, il y a énormément de choses à prendre en considération et à Parc Extension, on a vu les groupes communautaires, je vais finir là-dessus parce que je sais que ça prend beaucoup de place, mais par exemple, avec l'augmentation de la haine envers les communautés asiatiques, par exemple, bon, ben, les aînés dans notre quartier, il y avait une forte communauté vietnamienne, ils se sentaient vraiment en danger. Alors, tu as la table des aînés chez nous qui a commencé à donner des cours d'autodéfense pour des aînés de ces communautés-là, mais ça ne veut pas dire qu'ils pourront forcément se défendre contre quelqu'un qui les agresse, mais au niveau de leur propre sécurité, de comment ils se sentent, ça fait une différence. Là, on a essayé de travailler en prévention avec l'arrivée du variant indien et justement la population sud-asiatique de Parc Extension, les gens n'étaient pas rassurés. Donc, on a essayé de discuter, même là, avec les postes de quartier, le service des crimes haineux. C'est ça, pour essayer d'anticiper, d'informer mieux les populations. Mais c'est ça, c'est vraiment... C'est-à-dire qu'on manque de gens dans les institutions, dans la recherche, dans les dirigeants, dans le politique, dans tout ce que vous voulez, qui ont non seulement le savoir, mais aussi le vécu, l'expérience. Et puis, quand ils s'entourent de gens qui ont ces vécus, ces expériences, ils prennent au compte-gouttes comment ça fit en fonction du projet ou ce qui est plus ou moins touché et ce qui va passer en termes de politique et ce qui est acceptable. Donc, comment on arrive à créer des vrais lieux de sécurité? N'oublions pas que Montréal est une ville qu'on dit sanctuaire. Nous, on a une population de sans-papiers aussi. De personnes en situation de personnes sans statut dans nos quartiers. Bon, ville sanctuaire avec une police tous les 2 mètres, tu n'as pas ce sentiment-là de sécurité ou avec le risque à l'école qu'on appelle ou quand tu vas à la clinique qu'on appelle aussi la police. Alors, c'est très, très, très large et je n'ai pas de solution. Non, mais merci surtout. Non, merci Ève, parce que en fait, ce que tu montres, c'est l'ampleur de la complexité de la question, et surtout ce que tu dis, ça a un coût personnel. En fait, ce que tu viens d'exprimer, merci de l'avoir exprimé, surtout parce que ça montre en fait cette radicalité a un coût, cette indignation a un coût. Donc l'émancipation a un coût nécessairement. Et face aux défis, plus comme disait Léla, qui bénéficient du système juste avant. Et en même temps, j'ai l'impression que tu le disais en rigolant pour les formations d'autodéfense, et en même temps, la définition qu'on a sur la sécurité urbaine, on sait que c'est un procès. Et Léla, je sais que Léla va me reprendre avec mes termes un peu académiques, mais c'est une production intimement subjective, ce sentiment de sécurité. Donc, si on est rassuré en faisant de l'autodéfense, c'est déjà une forme une route vers l'émancipation. Mais ce que tu viens de confirmer, c'est que la route sera longue. Mais en même temps, j'ai envie de passer la parole à Vivek sur aussi une autre, dans la même idée de proposition d'initiative ou de potentielle solution, c'est la trousse sur le profilage racial sur laquelle tu as travaillé, qui pourrait être aussi quelque chose, justement, dans un contexte de surreprésentation de la présence policière, d'interpellation dans certains espaces spécifiques de la ville, où j'ai l'impression que toi, plus comme dans ton travail académique, tu as utilisé ce que tu disais, c'est l'institution pour pouvoir produire un outil. Oui, merci Leslie. Juste brièvement, entre pour la plupart de l'année 2019 et la moitié de l'année 2020, entre février 2019 et juin 2020, c'est ça. On a travaillé en collaboration avec la Commission canadienne pour l'UNESCO pour créer une boîte à outils, une trousse à outils multimédia qui s'appelle Profilage ou Profile. Et avec cette boîte à outils qui est disponible sur notre site web, et je pourrais partager ça avec vous dans le chat. Avec cette boîte à outils, ce qu'on voulait faire, c'est justement encadrer la question du profilage, créer même un peu d'agonisme, un agonisme plutôt pluralistique pour commencer les dialogues sur le problème du profilage. Comment tout d'abord définir et reconnaître le profilage, quelles sont les données qui sont disponibles, et je ne parle pas ici des données académiques, des données publiques publiées dans les rapports publics
depuis des décennies qui montrent que le problème du profilage est très présent au Canada. Et puis, dans un troisième volet, on voulait aussi magnifier les narratives des personnes qui souffrent du profilage, qui voulaient partager leur narrative avec nous et montrer peut-être comment une approche humaniste et en collaboration avec des experts en santé mentale, en service social, pourrait aider à créer des pistes pour réduire le problème du profilage, surtout avec les policiers. Alors, c'était ce qui me déçoit le plus avec ce projet, c'est le manque d'intérêt, un réel manque d'intérêt de la part des parties prenantes, surtout du gouvernement. Nous, on a lancé ça en juin 2020 parce que ça, on prévoyait ça et c'était au milieu du mouvement Black Lives Matter. On commençait aussi à être plus familier avec des problèmes de profilage et de discrimination et de meurtre de nos concitoyens des peuples autochtones. Et c'était vraiment pour moi très décevant de voir la façon dont les membres de nos gouvernements ont même pas réagi à ça. J'ai écrit des courriels directs au groupe d'action contre le racisme et on m'a demandé très sèchement de déposer un mémoire, comme si c'était juste quelque chose qu'on pourrait juste créer au fur et à mesure. Tandis que là, on avait vraiment quelque chose de très pratique. Je dis ça, mais en même temps, on a eu des appels. Dès que j'ai lancé cette boîte à outils, on a eu des appels de la part des policiers. Et ce sont des policiers qui voulaient me parler de la condition de confidentialité et surtout des policiers racisés qui disaient que le problème existe et qu'ils se sentaient vraiment marginalisés dans leur propre corps parce qu'ils ne pouvaient pas parler de ça au sein de leurs propres institutions et ils voulaient participer dans des formations, ils voulaient ouvrir des portes pour participer dans les formations. Mais c'était très difficile de rétablir contact avec ces personnes qui ont réagi sur le coup. Ils ont vu la trousse et ils ont apprécié, j'imagine, l'ampleur de travail et la façon dont on a élucidé le problème. Mais en même temps, et j'ai cette discussion avec Leslie assez souvent, on est en train de ressonder, et je vois aussi avec les réflexions de Léla, le trauma et le phénomène de retraumatiser des personnes qui souffrent du problème de profilage. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire. Et alors, comment est-ce qu'on peut amener cette discussion aux parties prenantes et comment est-ce qu'on peut détruire un peu ces hiérarchies de connaissances et des hiérarchies de pouvoir qui mènent et qui remènent au problème de profilage? Parce que depuis la dernière année où on essaie de voir s'il y a une sensibilisation, je dois dire que à part de certaines personnes clés qui sont intéressées de changer le cadre dans lequel ils travaillent, soit dans la formation des policiers ou dans la pratique elle-même de police, il y a très peu d'intérêt pour ce genre de projet. Merci Vivek. Il nous reste, normalement, on est dans la période de questions. Je ne sais pas si on a une dernière réaction, peut-être une dernière question. Sinon, on peut passer. Léla, ton micro, j'ai l'impression que tu parles, mais ton micro est fermé. Je ne sais pas si… Non, je voulais juste rajouter sur ce que Vivek vient de dire, parce que je trouve ça super intéressant, comment changer le problème de profilage. Après, je n'ai pas de réponse pour la police parce que je ne travaille pas là-dedans,
mais j'ai une réponse pour le journalisme. Je pense que ça me fait beaucoup penser à ma démarche et ma perspective sur le journalisme. Le journalisme crée des traumas pour beaucoup de personnes racisées et marginalisées. Et puis, je pense que souvent, ce que je dis souvent aux gens, quand je parle de la Converge, je dis, les autres médias vont faire des formations antiracistes. Donc, c'est juste mettre un band-aid, c'est juste mettre un plaster sur le problème. Mais ça ne veut pas dire que tu as fait une formation antiraciste à la police, dans les médias, etc., qu'on va nécessairement changer les choses. Et moi, je pense que la meilleure manière de vraiment changer la manière dont ces communautés-là sont représentées, c'est de faire un média. Dans ce cas-ci, oui, je presse pour ma paroisse, mais je pense que c'est vraiment la clé, c'est d'avoir un média qui est mené par des personnes racisées, où est-ce que c'est elles qui vont vraiment changer toute la structure de A à Z. Et quand on met ces personnes-là en position de pouvoir, eh bien sûr, là, on peut changer ça parce que c'est quelque chose qui est intrinsèque à l'organisation même. Donc, je ne pense pas que du jour au lendemain, la presse ou le devoir vont devenir moins racistes parce qu'ils ont une formation antiraciste. Ça va prendre des années avant qu'ils arrivent là, et des années de stage de la diversité, et des années de personnes qui vont partir, et des années de personnes qui vont les dénoncer, avant qu'ils commencent un peu à se réveiller et à penser aux conséquences de leurs actions. Mais quand on a des personnes qui vivent ces traumas-là tous les jours, qui décident de créer leurs médias ou qui sont à la tête de ces entités-là, ou vraiment qui créent une organisation, oui, je pense radicalement va changer la manière dont on va faire ça. Et je pense que ça se voit dans des institutions, que ce soit par, oui, la Converse, mais d'autres institutions, par exemple même Parole d'Exclus, je ne vais pas en nommer tous, mais quand il y a une personne qui a ce vécu-là, qui crée l'institution, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut changer les choses. Autrement, ça va toujours être des solutions de pansement. Et je pense que c'est un très bon mot avant de passer la parole au public. Est-ce qu'on a déjà, j'ai l'impression qu'on a une question déjà. Oui, donc je vais la lire et je vous laisse répondre dans l'ordre qui vous conviendra. Pendant la Covid, on a vu des actions péjoratives à l'égard des minorités racialisées, mais peu d'actions positives pour venir en aide aux communautés. Pensez-vous que seulement la perception sociale et historique détermine les actions des institutions en matière de sécurité sanitaire? Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir la question. Ouais. Est-ce que je peux aller avec quelque chose peu d'actions positives, oui, pour venir en aide aux communautés. Si c'est une question aussi qui se place d'un point de vue des institutions, les intérêts sont toujours limités, je veux dire, pour les actions à poser. Ce qui demande trop, ça a pris, je veux dire, 2 vagues. C'est ça, je ne sais pas où je suis, il y a toutes les questions qui sont apparues en gros, mais ça va, je reviens. C'est ça, ça a pris 1 an et demi, je pense, pour qu'on commence à peine à s'organiser en communication. C'est ça, pour qu'on prenne certaines initiatives. Moi, je crois qu'il y a, dans toutes les sphères, il y a un manque de volonté très clair. Je veux dire, les institutions vont là où elles se sentent confortables. Parce que ce n'est pas faute d'avoir un retour des populations, ce n'est pas faute d'avoir des retours des gens qui sont engagés sur le terrain. Donc, il y a vraiment un problème de volonté d'action en lien avec ça. Puis juste, c'est en lien avec tout ce qu'on rend, je ne sais pas si c'est certainement lié à l'histoire et tout ça, mais tout ce qu'on rend social, acceptablement, non, tout ce qu'on rend acceptable socialement. Ça y est, je vais y arriver, c'est la fin, on est fatigué. Mais juste pour vous dire, on vient de vivre la tragédie de Londres, l'attentat de London, plutôt pas de Londres. On est encore donc sous le choc et tout ça. Donc, ce qu'ils ont vécu là-bas, nous, on l'avait vécu aussi ici. Et puis moi, on peut me qualifier de pessimiste, mais j'ai vécu de très proche aussi le 29 janvier sur place à Québec, et les familles et tout ça, le sang sec encore sur la moquette, les balles et tout. Enfin bref, tout le truc. Et tous les traumas que ça a engendré sur les personnes. Puis
Et puis aujourd'hui, ce que ce nouvel événement réveille, ramène la population, les témoignages que je reçois des personnes qui vivent dans l'insécurité depuis toutes ces années-là, etc., etc. Mais dans les faits, une fois qu'on a énoncé ça médiatiquement et tout ça, après tout le monde s'en fout et on a une capacité. Tout le monde s'en fout. Je veux insulter personne parce qu'on va me dire c'est pas vrai, moi je m'en fous pas, je suis sensible. Mais je veux dire de manière générale, dans la société, dans les institutions, dans le politique, on retourne à nos préoccupations et on ne fait pas en sorte que de se soucier de savoir si ces personnes-là, comment elles se sentent justement dans la ville de manière générale, dans la société. Moi, j'ai passé 3-4 jours en pleurant, en traversant le quartier de Parkex, parce que je voyais des familles, et je dis, ah, peut-être next time, ça va être eux autres. Et donc, les gens ne se rendent pas compte des impacts que ça a. Alors, la réponse pour moi à la question, c'est que des moyens financiers, parce que quand on veut, on en trouve. On est un des seuls quartiers qui avons réussi à faire financer nos traducteurs et traductrices bénévoles. Ce sont des gens bénévoles, la plupart du temps des gens qui viennent d'arriver, qui n'ont pas de job, que les institutions interpellent en disant oh, on a besoin d'eux, on les prend bénévolement. Mais non, sortez le cash, ça aussi c'est une résistance. Reconnaissez ces gens-là, ça aussi c'est une reconnaissance parce qu'ils vont, ça travaille sur l'estime d'eux-mêmes, ils se sentent valorisés, ils se sentent, même s'ils le font de bon cœur, mais c'est une forme de reconnaissance de la société et de capacité des gens et de reconnaître. Alors, c'est ça, tout ça, pour moi, il y a clairement des manques de volonté, on se limite à ce dans quoi on est confortable. Et effectivement, il y a écrit le courage, mais le courage aussi. C'est vrai qu'il y a du manque de courage, et dès que vous parlez trop, que ce soit dans le communautaire, que ce soit des citoyens, que ce soit, on vous dit oh, vous vous plaignez tout le temps, oh, le racisme, c'est pas bien, mais il faut y aller doucement, les Québécois sont pas prêts. On est aussi des Québécois, on est prêts, on fait partie, on vit ces enjeux. Et comme n'importe quel citoyen, on veut vivre en sécurité de la même façon. On veut s'assurer que nos enfants soient en sécurité et accès aux mêmes droits, aux mêmes conditions de vie. Donc maintenant, quand on dit ça suffit, bah ça suffit. Pardon. Merci beaucoup, Eve. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir, répondre pour compléter? Si je peux me permettre de rajouter, je pense que ça revient un peu à ce que je disais tantôt, c'est l'idée, mais qui est dans ces institutions-là? C'est ça le problème, c'est que les institutions sont blanches et sont basées sur la suprématie blanche. Et c'est le problème, je pense. Parce que si on a des personnes comme Eve Torres dans ces institutions-là à la tête, ben, je pense qu'on n'aura pas autant de problèmes à avoir accès à ces ressources. Mais le problème, là, je m'excuse, je t'ai mis sur le spot, Eve, parce que j'aime énormément son travail. Oui, et puis tu peux toujours rêver, mais un jour peut-être, une autre. Le problème, parlons-en, c'est que les personnes comme ça, c'est le problème du racisme systémique, c'est qu'on va toujours rejeter ces personnes-là. Les personnes qui parlent plus fort, on n'en veut pas. Je le dis souvent, on aime la diversité tant qu'elle nous conforte. Mais quand elle commence à nous poser des questions dérangeantes comme pourquoi est-ce que c'est toi qui écris l'article? Quelle est ta positionnalité? Qu'est-ce que ton travail apporte à la communauté? Pourquoi est-ce que tu le fais? Ah ben là, croyez-moi que vous n'allez pas rester longtemps dans une institution qui a été menée et bâtie sur la suprématie blanche et sur le traumatisme causé surtout aux personnes marginalisées, aux personnes racisées et autochtones. Donc, je pense que quand on reconnaît ce système-là, ben voilà, ça va passer par du shaming, comme on dit, ce qui est vraiment dommage, mais c'est un manque de volonté, effectivement, parce que les personnes qui vivent ces situations-là peuvent changer la narrative, mais on ne leur donne pas le pouvoir. Et puis souvent, les initiatives de diversité, ben, je ne vous apprends rien, c'est toujours dans la tokenisation. Hein? Donc, je pense qu'une fois qu'on pourra éradiquer la suprématie blanche, on pourra peut-être avoir un vrai changement, mais en attendant, je pense qu'on va continuer de rêver, puis de faire du mieux qu'on peut à petits pas. Et puis quand on pourra bâtir nos propres institutions, puis on pourra financer nos propres institutions, je pense que c'est là qu'on va vraiment pouvoir changer les choses. Mais à partir de là, c'est très limité, je pense, le genre de changement qu'on pourra avoir. Voilà, c'était ma réponse radicale. Merci beaucoup, Léla. Vivek, tu veux réagir? Oui, je voulais juste bâtir là-dessus. Je suis complètement en accord avec Eve et avec Léla. J'ai partagé un lien
un article que j'ai co-signé avec trois de mes collaborateurs où on parle justement de cette question posée par notre collègue. Je pense que c'est Dina qui a posé cette question qui est super pertinente au sujet de la COVID et ce que moi j'appelle les dommages indirects de la COVID. Et c'est vraiment des augmentations qu'on voit dans les rapports des cas de violence sociale et familiale. Mais je voulais juste partager cet article parce que là, on essaie de montrer comment des approches collaboratives entre des experts en service social, santé mentale, et justement en enlevant la question de la sécurité et les polices, ça pourrait vraiment aider les personnes marginalisées qui souffrent des violences assez structurales. Dans ces cas, on vit vraiment dans une dystopie. Et si on essaie de lire, ça c'est une réflexion personnelle, si on essaie de lire un peu les romans qui décrivent ces dystopies, on voit qu'il y a plusieurs de ces prédictions qui deviennent la vérité. Et c'est vraiment en réimaginant et revisionner notre cadre social, structurel, le cadre dans lequel on implante nos propres égos, les égos des personnes qui nous ressemblent, et des personnes qui prônent cette suprématie, comme Léla disait. Le plus qu'on fait ça, le moins on va réussir à créer des cadres pluralistes pour améliorer notre vie sociale, notre vie économique, notre vie politique et culturelle. Merci beaucoup, Vivek. Je dois vraiment vous remercier parce que cette discussion, cette conversation était très riche, très stimulante. J'aime beaucoup aussi, on est passé de la lutte discursive à la lutte en fait, concrètement au sein des institutions, à la lutte de l'imaginaire. J'ai l'impression, ce que tu disais, la lutte au sein même des imaginaires, se réinventer pour pouvoir exister. Ce que tu disais, et sortir, déconstruire cette suprématie blanche et la blanchité des institutions, quelque part. Benoît, est-ce que tu as quelque chose? On a dépassé le temps? Je sais pas. Moi, je veux juste remercier nos invités. Te remercier Leslie, Ridolphe, Maya, Parole d'Exclus. Puis espérer qu'il y aura une progression à la réflexion parce que c'est difficile d'arriver à des conclusions. On dirait que c'est toujours en marche. Donc, on verra ce qu'on fait avec ça, mais il faudra trouver un moyen de prolonger ces réflexions-là. On n'a pas d'autres questions, mais en tout cas, vraiment, Ève, Léla, Vivek, merci beaucoup pour toutes ces riches conversations, tous ces riches échanges. Et peut-être moi, en tout cas, je remercie aussi toute l'équipe, Maya, Ridolphe, Benoît, pour toute notre série de conversations qui se termine en beauté. Et je laisse peut-être la parole à Maya pour la conclusion. Et je vous laisse aussi, si vous voulez conclure aussi, Ève, Léla ou Vivek, si vous avez un dernier mot à dire. Vive la révolution. Oh, pardon. Vive le Québec libre. Non. Merci, en fait, vraiment, c'était super enrichissant, comme d'habitude, ce genre de conversation. Puis, effectivement, ça boucle bien cette série. La conversation va continuer, effectivement, pas que dans ces espaces virtuels, mais maintenant qu'on se déconfine, on va pouvoir poursuivre ces conversations-là au sein de nos institutions. Donc, chaque personne qui a pu participer, j'espère que vous allez pouvoir reprendre quelque chose avec vous, puis amener le changement aussi à votre échelle au niveau où vous êtes capable de le faire. Chose que nous, on fera à Parole d'Exclus. On va prendre ces données-là, ces informations-là, ce qu'on a cultivé ici, puis on va alimenter nos propres projets pour toujours s'améliorer. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Donc, merci Benoît, merci Leslie pour cette série. Merci à nos invités, Ève, Léla et Vivek. Et merci à Ridolphe pour la technique.